Bonjour et bienvenue dans la petite fabrique de photographie. Je suis très heureux aujourd'hui de recevoir Corentin Follen pour une nouvelle interview planche contact où nous allons voir le travail de Corentin en Haïti. Corentin Follen est un photographe, j'allais dire photojournaliste, mais beaucoup plus que ça. Également, en tout cas, Corentin, tu travailles pour la presse depuis toujours, je crois. Corentin Follen, si vous ne le connaissez pas, il est lauréat du World Press 2 fois, du Visa d'Or à Perpignan, de 2 Sony World Photography Awards. Il a été nommé au prix Nadar et au prix Niepce. Ça pose son homme. Tu viens de lancer la campagne de financement pour ton 8e livre qui s'appelle Garde-robe. On va parler aujourd'hui d'Haïti, de ton travail en Haïti. Tu as déjà fait, je crois, 4 livres sur Haïti ou sur différents projets en Haïti. Et là, en revanche, c'est ton 2e livre sur un sujet qui t'est proche, mais qui est à la fois très original, je trouve. Qu'est-ce que c'est que ce livre Garde-robe? C'est le deuxième livre qui est sur mon oncle, en fait. Le premier est sorti il y a 3-4 ans, qui était un travail documentaire en noir et blanc sur une bonne dizaine d'années dans son quotidien. Et au fur et à mesure, ce qui était mon oncle est devenu un peu un personnage que j'ai photographié de plus en plus, parfois dans des portraits, dans des mises en scène. C'était presque un duo. Et l'essentiel du travail, c'est son quotidien, nos vacances communes, la vie chez lui. Voilà. Donc c'était un travail sur ce personnage un petit peu atypique, un peu hors du commun, qui s'est construit, qui à partir de 50 ans un petit peu a évolué. Le prochain projet qui s'appelle La Garde-robe, effectivement, c'est des 2-3 dernières années où il s'est mis à vivre quotidiennement en robe. C'est-à-dire que voilà, c'est un homme marié avec enfant et qui s'est dit un jour, au moment des manifestations des Gilets jaunes, il s'est dit mais pourquoi est-ce que les hommes ne portent pas de robe alors que les femmes, elles, portent des pantalons? Et donc il était un peu titillé par cette inspiration. Il a profité d'une manifestation des Gilets jaunes un 1er mai pour trouver une robe en jaune fluo. Donc c'était un peu la robe gilet jaune. Et il a vu la réaction des gens qui étaient à la fois admirative, qui l'encourageaient, qui le remerciaient. Ça faisait marrer tout le monde, même les CRS. Et il a ressenti beaucoup d'amour. Comme c'est, je pense, une personne qui a besoin de ça, en fait, de sentir dans le regard des autres de l'admiration, de l'amour, il s'est dit, mais c'est génial, en fait, la robe. Et puis il a surtout découvert un vêtement qui le libérait aussi de pas mal de choses. Parce qu'il a toujours vécu en pantalon, en grosse godasse, jean, t-shirt, toute sa vie. Parce que c'était à la fois, on se posait pas de questions, et à la fois, c'est son travail. Il travaille beaucoup en extérieur, il a un centre équestre, donc voilà, c'est des vêtements pratiques, costauds. Mais maintenant, il vit en robe et continue de s'occuper de ses chevaux, d'aller faire de la moto, de conduire ses tracteurs, mais de faire des travaux, des chantiers, mais avec des robes du matin, des robes du travail, des robes du soir, des robes pour aller au bord de la mer. Enfin voilà, parfois il en change 2-3 dans la journée. Donc c'est assez drôle parce que je pense qu'il y a une part de féminité en lui qu'il a développée à travers ce vêtement. La Garde-robe, le 8e livre de Corentin Follen. Vous avez un lien dans la description juste en dessous. Commandez le livre. La campagne est jusqu'au 31 décembre de cette année. Et si vous commandez avant Noël, vous pouvez même avoir une petite carte cadeau. La Garde-robe. C'est ton 8e livre. Et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est effectivement tes différents livres montrent ce travail, ces différentes manières de travailler. Ton travail est relativement éclectique. Tu peux aussi bien faire du portrait, peut-être aussi parfois un petit peu plus classique, en tout cas dans la forme ou peut-être sur les sujets que tu photographies dans la presse. Mais tu as un travail documentaire également, au long cours, en Haïti, et c'est l'objet de la planche contact que nous allons voir ici. Cette planche contact que je vais commencer à montrer, les photos que je suis en train de montrer, elles ont été prises lors de ton dernier voyage en Haïti. C'est le 25e, je crois. 27e. Comment est-ce que tu as commencé à travailler en Haïti? Est-ce que c'était à l'occasion d'un événement particulier? Et pourquoi est-ce que tu es revenu et tu travailles au long cours
sur toute l'île, sur tout le pays? Haïti, moi, j'ai découvert en janvier 2010, au moment du tremblement de terre. À l'époque, je couvrais l'actualité, donc comme beaucoup de journalistes, je me suis rendu sur place et voilà, je suis pas resté longtemps, je suis resté une semaine. Tout était cher, tout était compliqué, j'ai rien vendu. Quand tu dis tu n'as rien vendu, tu n'as rien vendu à la presse en venant sur place? Ouais, c'est ça, exactement. Moi, en tant qu'indépendant, je proposais mes photos, mes idées de reportage aux journaux et voilà, bon, c'était une situation d'actualité un peu soudaine et effectivement, moi je suis arrivé 5 jours après le tremblement de terre, donc il y avait déjà eu pas mal de médias et de photos qui circulaient. Donc c'était un peu une espèce de gros décalage entre ce que j'étais capable de fournir ou de proposer et la réalité du marché de la presse. Mais c'était mon premier pied en Haïti, un pays que je ne connaissais absolument pas. J'avais aucune idée de son histoire, de sa culture. Je savais même pas que ça avait été une colonie française. Enfin voilà, c'est dire le niveau de connaissance. Par contre, j'ai été amené j'ai eu mes premières commandes à l'étranger justement en retournant en Haïti pour des reportages avec des journalistes qui étaient envoyés. Profiter d'une commande pour rester plus longtemps, pour faire d'autres sujets proposés aux journaux. C'était tellement un énorme événement médiatique que c'était un peu l'occasion de proposer des sujets, de les vendre. Donc ça, voilà. Et puis en fin d'année 2010, il y a eu l'arrivée du choléra, il y a eu les élections présidentielles. Enfin, il y avait voilà, pas mal d'actualités qui ont fait que les journaux se sont continués de s'intéresser, pas que à l'après-catastrophe, mais aussi à la manière dont le pays allait se reconstruire. Un an après, j'y suis retourné, un peu la date anniversaire, enfin de commémoration, on va dire. Et contrairement aux autres pays sur lesquels je couvrais l'actualité, c'est la première fois que je revenais autant dans un pays. Donc j'ai fini par m'y intéresser en profondeur, à lire des livres, à regarder des documentaires, des films, etc. Et en fait, finalement, par m'y attacher, et puis par m'y passionner, et puis par tomber complètement fou amoureux de ce pays. Et donc là, la planche contact que je montre, c'est lors de ton précédent voyage. Il va y en avoir une deuxième, et c'est une séquence. Alors, moi, je ne sais rien du tout de la scène. Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est dans ton voyage? Je crois que tu es resté assez longtemps pendant ce séjour. Oui, alors c'était en octobre et novembre. Là, la scène se passe fin octobre. C'est dans le sud de l'île, ce qu'on appelle le sud, et c'est la partie au nord, donc on appelle ça plutôt la région, on l'appelle Grand'Anse. Et c'est un petit village qui s'appelle Roseau. En fait, moi, j'ai fait quand je suis retourné, en général, j'en profite pour faire une sorte de road trip à travers des parties du pays, parce qu'on parle beaucoup d'Haïti en évoquant essentiellement la capitale, Port-au-Prince. Et donc, à chaque fois, j'essaye de passer quand même du temps en province. Déjà parce que c'est l'essentiel du pays, c'est quand même la campagne, la mer, les montagnes. Donc, c'est plutôt la ruralité. Là, je fais un travail un peu qui aborde la ruralité. Et donc, c'est aussi un voyage à travers le pays à chaque fois. Moi, j'aime beaucoup improviser dans ce que je fais. Donc, quand je choisis de retourner en Haïti, il y a toujours un élément. Là, j'avais choisi d'y être au moment de la fête des morts, qui est dans le vaudou un moment assez important et assez intense, qui me permet de traiter du sujet du vaudou. Donc, c'est un projet que j'ai en parallèle et que à chaque voyage, je complète. Et donc, ce travail qui est aussi ce que je fais actuellement, que j'ai commencé en août 2022, qui est un travail qui travaille sur l'histoire de la violence dans le pays, la manière dont la violence, à la fois humaine, géographique, climatique, a façonné en fait le pays depuis longtemps, depuis en gros l'arrivée de Christophe Colomb, qui débarque sur l'île. Quand il découvre l'Amérique, en fait, il découvre plusieurs îles des Caraïbes, notamment Haïti. C'est là où il s'installe au nord d'Haïti. La première fois, il installe un premier fortin avant de rentrer en Espagne et d'annoncer qu'il a découvert des richesses phénoménales. Et donc voilà, pour moi, c'est le point de départ d'une déstabilisation d'un peuple qui vivait là, qui était un des peuples qui venaient d'Amérique latine, mais qui vivaient dans les Caraïbes. Et puis après, toute l'histoire de ce pays, j'essaie de raconter par des images, par un travail en noir et blanc. Donc tu planifies un petit peu, on va dire, et
tout en te laissant de la place pour un sujet ou un autre qui peut apparaître. Et c'est le cas sur cette série de photos? Oui, complètement. J'étais sur la route, donc j'étais en voiture. Donc j'ai un ami avec qui je travaille depuis une dizaine d'années, qui s'appelle Wood, qui est à la fois à la base un chauffeur de moto et aussi de camion, mais qui me sert de chauffeur, de pilote, de guide et de traducteur. Et puis d'amis en fait, tout simplement d'être. C'est important, oui, c'est un pays qui est dur. C'est le travail qu'on appelle parfois fixeur. Alors c'est pas tout à fait un fixeur. Un fixeur, c'est souvent un journaliste qui vit dans le pays et qui va aider et faciliter et même proposer des angles, des idées pour le journaliste, qui va ouvrir les portes, qui va faire les connexions, qui va etc. C'est pas un fixeur dans le sens où déjà un fixeur en général ça coûte assez cher. Donc, moi j'ai jamais payé un fixeur de ma poche. Les rares fois où j'ai payé un fixeur, enfin où j'ai eu affaire à un fixeur, c'est parce que j'étais en commande pour un journal et c'est le journal qui a payé. Un fixeur en général c'est entre 300 et plus de $500 par jour. Et là c'est un peu différent, c'est que là c'est moi qui choisis et c'est lui qui m'accompagne en fait. Donc c'est plus un assistant. D'ailleurs, il m'aide pour gérer le drone, pour gérer les flashs, pour traduire, pour discuter avec les gens, etc. Enfin, voilà, c'est vraiment un rôle d'assistant, mais un assistant qui est haïtien et qui connaît le pays, qui m'aide à décrypter. Et donc là, j'étais dans cette grande partie qui est une des pointes. Il y a deux avancées quand on regarde la carte d'Haïti, celle du nord et celle du sud, et cette pointe, j'étais un peu dans cette zone pendant 2 semaines. Et donc, grosso modo, je savais un peu dans quel parcours j'allais faire, mais sans savoir du tout ce que j'allais rencontrer, ni photographier, mais c'est ça qui m'intéresse. C'est me laisser porter un peu par les rencontres, par la lumière, par l'inspiration, voilà. Et en passant dans la journée, je vois le long de ce village, qui est un petit village le long de la mer, je vois des centaines de paniers en osier. Et donc un peu intrigué, je me demande, j'imagine que c'est de la pêche. Et du coup, je viens discuter un petit peu avec avec certains habitants et je décide de revenir le soir parce que on m'explique que c'est de la pêche qui se déroule que la nuit avec une frontale en fait, une lampe qui permet d'attirer en fait des alevins, donc des bébés, des alevins d'anguilles. Voilà, c'est de la pêche à l'anguille. Et qui se réveille la nuit, on va dire, je sais pas. Qui vivent la nuit. Ça vit la nuit, mais surtout, l'avantage, c'est que, comme il y a beaucoup de pêche comme ça, souvent d'ailleurs illégale, c'est que la lumière attire les poissons. Ce qui permet en fait d'en attirer plein. Ce qui permet de regrouper en fait une pêche un peu plus intensive. Avant que chaque pêcheur allume sa lumière, j'ai tenté de faire quelques images. C'est quand même très très compliqué parce qu'il y avait vraiment pas beaucoup de lune et c'était quand même très très sombre. Donc non, c'est uniquement des lampes. Effectivement, il y a des couleurs différentes. Il y en a qui éclairent un peu violet, d'autres un peu blanc, et puis le côté un peu verdâtre. Parfois, c'est aussi tous les filets de pêcheurs qui donnent un peu cette teinte. Pourquoi cette photo est plus intéressante que toute la séquence? Parce que j'imagine que sur cette séquence, tu en gardes pas beaucoup des photos. Non, alors c'était très très galère parce qu'il y avait des écarts alors techniquement c'était galère. Il y avait des écarts de contraste énormes. C'est-à-dire qu'il faisait nuit noire et que ceux qui avaient une lampe, d'un coup, il y avait une lumière extrêmement forte. Donc on passait soit d'une ambiance sous-exposée à une lumière qui cramait complètement la scène. Surtout je suis en manuel, donc à tout niveau, mise au point ou réglage. Donc c'était tout le temps entre au début il n'y avait pas autant de pêcheurs, donc les premières lumières s'allument, etc. Et puis il suffit que quelqu'un tourne la tête, ça change complètement l'ambiance. Donc c'était un peu un enfer. C'était un enfer déjà parce que voilà, techniquement. Ensuite c'était au bord de la mer. Il y avait des vagues quand même. Moi j'étais pieds nus, j'avais enlevé mon pantalon, mais je pouvais pas aller très loin dans l'eau parce que sinon très vite c'était je me retrouvais à la taille avec mes boîtiers, c'était dangereux. Ouais. Pas prendre de risques trop non plus. Ouais, c'est ça. Toujours un peu, mais voilà, on jauge l'intérêt de la photo et le risque de l'appareil.
Et puis la lumière changeait constamment en fait, Ouais, en fonction du nombre d'accord. de personnes, en fonction de la manière dont ils dirigeaient le regard, enfin la tête plutôt, puisque c'est Est-ce que c'était difficile au point que celle que tu as choisie, pour toi, c'est la seule qui est viable ou est-ce qu'il y a débat? ouais, non, c'est un choix par dépit. C'est-à-dire j'ai fait quand même beaucoup de photos. J'en ai beaucoup de ratés, des flous, Ouais. des sous-ex, des sur-ex. D'autres où on comprend pas trop la lisibilité. Enfin, la lisibilité de l'image est un peu difficile. Donc c'est une photo que j'aime bien parce qu'il y a du mouvement. C'est-à-dire qu'on retrouve. Hmm. Parfois, certaines étaient trop figées. C'est-à-dire qu'il y avait entre le mouvement des vagues, le mouvement de la nasse, etc. Parfois, voilà, on perd un peu cette ambiance. Et là, j'aime bien parce qu'on a, sur cette image, ça concentre à peu près cette ambiance un petit peu du ressac qui venait, en fait, qui parfois même certains gars étaient poussés à l'eau et tombaient, enfin, et trébuchaient. Euh, Cette intensité aussi, à la fois, il y a une ferveur humaine. Il faut savoir qu'il y a des centaines de pêcheurs qui étaient là. Hein. Enfin, sur cette Ah oui. planche, on la voit pas, Oui, on mais s'en rend pas en fait, forcément compte, même sur la non, planche, mais ah oui, ce sont non. des centaines de pêcheurs tout le long de En la fait, plage? tout le long de la plage, sur plusieurs kilomètres, hein, enfin plusieurs Hmm. kilomètres, il y a au moins 1 kilomètre. Cette plage était assez grande et je voyais des lumières tout au bout qui correspondaient aux lumières toujours des pêcheurs. Donc Ouais. c'est ouais, sur au moins 1 kilomètre, il y avait quand même plusieurs centaines. Là où j'étais, il y avait facilement 300 pêcheurs sur 500 mètres. Hein. Et en fait tout le long, donc ils restent vraiment au niveau du rivage parce que ils le font vraiment les pieds dans l'eau. Avec c'était assez étonnant. Ils tenaient une bouteille plastique dans leurs dents et c'était la bouteille dans laquelle ils mettaient les alevins, donc les Ah oui, bébés anguilles. d'accord. Oui, c'est celle qu'on Euh, voit sur la photo. On en voit une bouteille en plastique, effectivement, d'accord. ouais, c'est ça. Sur la photo, en principe, entre les dents, on le voit là, au Ouais, niveau, on a l'impression que c'est peut-être une espèce de mentonnière, il y a quelque chose qui pend. Et en fait, ça, ils tenaient la bouteille entre leurs dents et ils plongeaient la nasse, dès qu'ils relevaient, ils regardaient ce qu'ils avaient et ils mettaient directement les quelques. C'est pas de la grosse production. Hein. ouais. Voilà. Donc, et en fait, voilà, je découvrais à la fois. C'est la première fois que je voyais cette pêche en Haïti. Et puis que je voyais cette pêche tout court dans mes voyages. Donc c'était intéressant de le photographier. C'était impressionnant en fait. C'était vraiment, on aurait dit une espèce une fête folklorique avec toutes ces lumières. Enfin, c'était assez. C'est quelque chose c'est une pêche qui se fait à une période spécifique de l'année, j'imagine, ou c'est quelque chose qui se fait Non, non, toute c'est toute l'année? l'année, ils vivent de ça. C'est une pêche, c'est un peu la pêche des pauvres, c'est-à-dire il n'y a pas besoin d'avoir de bateau, il n'y a pas besoin d'avoir Ouais, de pirogue ouais. de moteur, donc pas d'essence. Enfin, c'est Suffit vraiment, juste d'être couche-tard c'est ça. et d'être au bord de l'eau, quoi. C'est ça, c'est un peu une pêche ouais, voilà, de survie et Hmm. donc ça m'a permis en fait d'être attiré par cet aspect en fait euh, à la fois esthétique et culturel, m'a permis aussi de m'intéresser à leur situation. Donc, ils m'ont un peu expliqué au début que déjà ils avaient leur revenu avait été divisé par 3 les mois derniers parce que les Pour quelle acheteurs raison, c'était un excuse-moi? les acheteurs en fait se sont mis d'accord ensemble que ça serait divisé par 3 et que voilà c'était comme ça, c'était de façon totalement arbitraire. Je pense que c'est un D'accord. peu la crise depuis quand à Port-au-Prince les conditions économiques sont drastiquement compliquées par Hmm. la présence des gangs qui sèment un peu le trouble. Du coup, économiquement, ça a des répercussions puisque ces alevins, en fait, sont achetés par des grossistes haïtiens qui les ramènent à Port-au-Prince, qui le revendent à d'autres grossistes qui les revendent en Corée, en République dominicaine, voilà, sur d'autres pays. Ah oui, En fait, c'est d'accord. vraiment et d'ailleurs ils ne pêchent que les alevins et pas les anguilles en elles-mêmes, pas le poisson adulte, on va dire. Une connaissance de l'île, du pays, de sa culture et des gens, j'imagine, qui est très... Mais tout ce que tu apprends sur l'économie de cette pêche ou sur ce que eux ils en font, sur comment est-ce qu'ils en vivent,
Ça, tu l'apprends sur place, avant et après avoir photographié, ou même pendant? Ouais, c'est ça, pendant. En général, pendant. Enfin, quand c'est une rencontre comme ça. Oui, c'est ça qui est génial avec notre métier, c'est que en fait, on est un métier de curiosité insatiable. C'est-à-dire, moi, tout m'intéresse à partir du moment où ça se passe en Haïti. Et je m'intéresse à tout, à l'économie, à l'agriculture, à l'écologie, même à la vie d'une personne, ou l'histoire d'un monument, d'un bâtiment en fait. Un peu après, quelques jours après, je suis allé dans un village, il y avait une très vieille maison qui a appartenu à un ancien président haïtien, c'est une maison du 19e. En fait, bah, je me suis mis à faire des recherches là-dessus. C'est ça qui est assez génial, c'est que quand on est passionné à ce point-là par un pays, on se passionne, enfin on veut se documenter à tout niveau, c'est-à-dire sur la musique. J'écoute en boucle de la musique haïtienne, je vais à des salons de littérature haïtienne, enfin je vais aller manger dans un resto haïtien juste parce que c'est voilà. Enfin, il y a vraiment une espèce d'ouverture totale sur le pays et une fascination à tout niveau quoi, voilà. Donc c'est ça qui est. Et quand on est sur place dans le pays, bah on est ouvert à toute. Moi, j'aime beaucoup, j'adore ce métier parce que on est toujours curieux d'aller, enfin, toute personne rencontrée a quelque chose à nous apprendre, en fait. Ça veut pas dire qu'on fait pas le tri. Moi, je suis journaliste et c'est ça aussi la différence, c'est que. Qu'est-ce que tu veux dire par faire le tri? Bah, faire le tri de ce que je peux pas tout raconter, je peux pas tout montrer. Bien sûr. C'est-à-dire que même si je photographie tout quand je suis sur place, potentiellement, on va dire, à partir du moment où la lumière m'intéresse, le cadre est intéressant, il se passe une situation, il y a un potentiel à raconter, je le photographie. Après, ça veut pas dire que je publie tout, je montre tout, je propose tout. Après, en fait, j'en fais ce qu'on s'appelle, je vais un peu angler mon regard ou mes propos avec ce que j'ai envie de dire et ce que j'ai envie de raconter. Donc, ce qui fait que parfois. Qui débuterait ou qui serait intéressé par la photographie documentaire, quand tu dis angler ton sujet, si tu peux préciser un petit peu. Alors, angler, ce qui veut dire donner un angle, ce qui veut dire donner un peu une vision, un propos. Voilà, c'est pas. Je ne monte pas des photos juste pour montrer des photos, en fait. Je peux le faire à la rigueur sur les réseaux sociaux, et encore, même sur les réseaux sociaux, même si quand je publie une seule image, j'ai toujours un propos, je tiens toujours en dehors de la légende qui va un petit peu décrire qu'est-ce qui se passe, qui est sur la photo, pourquoi. J'ai toujours une intention. En fait, un anglais, ça veut dire avoir une intention, et ça veut dire aussi un message ou même juste raconter quelque chose, une histoire en fait, mais qui se tient. Et donc pour que ça se tienne, pour que l'histoire ou le sujet se tienne, on est dans la science dans l'art de l'editing, c'est-à-dire du choix de quelle photo je montre, quelle succession de photos je vais montrer pour raconter cette histoire, pour que les gens comprennent et rentrent dedans. Voilà. Et donc par exemple, cette image sur les pêcheurs, elle va pas forcément rentrer dans mon histoire actuelle, qui est sur la violence, sur l'histoire d'Haïti, même si elle pourrait, mais j'ai choisi d'autres images. Donc c'est toujours un peu voilà, mais elle existera peut-être dans un autre sujet qui sera sur la problématique écologique, parce que avec le réchauffement climatique, Haïti est quand même très sensibilisé, du coup le réchauffement de la mer, etc. Il y a des pertes en production de poissons. Donc voilà, c'est des images qui peuvent exister ou qui peuvent être juste exister pour elles-mêmes, comme par exemple aujourd'hui, on parle de la planche contact, comment est-ce que cette image est sortie un peu du lot. Alors, tu parles de curiosité et c'est en tout cas quelque chose que je vais retenir et que je trouve extrêmement intéressant. Voilà, être curieux tout le temps, partout, de tout le monde. Et tu ne le sais pas, Corentin, mais moi, j'ai la photographie, c'est une deuxième carrière. Si jamais l'éducation, c'est la troisième, on va dire, à la photographie. Mais moi, il y a un moment où j'ai franchi le pas. Alors, pas du photojournalisme, parce que je ne pense pas, même si ça m'est arrivé
de travailler pour des magazines ou de raconter des histoires mais ça n'a pas été on va dire le plus gros de mon travail. Mais en tout cas, quand je me suis lancé, j'avais vu, alors je ne sais plus où, peut-être sur Internet, un documentaire où je crois que tu partais pour le printemps arabe en Égypte et où on suivait cette décision que tu avais de partir donc sur des zones chaudes, on va dire, à minima. Voilà, te suivait je crois, dans ce documentaire jusqu'au Sud-Soudan voilà, et tu parlais de ton évolution. Alors c'était je crois le début de ta carrière vraiment, mais moi c'est vraiment pas uniquement, mais en tout cas ce reportage a participé à moi à me dire bon, j'arrête de faire ce que je faisais avant et voilà, j'ai envie de faire ça. Et puis, voilà, donc j'ai suivi mon chemin, mais ça a été une inspiration importante d'accepter de franchir le pas. S'il y a quelqu'un, s'il y a un photographe, un jeune photographe qui nous écoute aujourd'hui et qui aimerait devenir photojournaliste, reporter, ou qui aimerait peut-être travailler sur du documentaire comme tu le fais au long cours, quel conseil est-ce que tu pourrais lui donner? Alors, le premier conseil que je donne en général, c'est de jamais écouter les photographes donner des conseils parce que c'est toujours des conseils qui. C'est plus facile quand on a fait le chemin, c'est toujours plus facile de se retourner et de dire bah c'est comme ça qu'il faut faire. Bah, ouais. Que quand on est dedans, c'est ça, exactement. Un peu plus compliqué. Non, parce que moi, les premiers conseils que j'ai eu de photographe, c'était déjà d'arrêter de vouloir faire du news, ça marchera jamais, et puis après d'arrêter de faire du magazine parce que ça marchera jamais. Ouais. Donc c'était pas forcément des bons conseils. Et je me suis toujours dit, je ne deviendrai pas un vieux con qui donnerait des conseils. Alors même si je vais quand même en donner, évidemment, peut-être. Mais non, mais c'est toujours de les écouter d'une oreille, mais peut-être vite de les oublier parce que les conseils que les photographes prodiguent, c'est ce qui a fonctionné pour eux. Mais en fait, chaque photographe a son parcours. Il n'y a pas un parcours type. Faut faire une école, faut aller taper à tel magazine, il faut faire absolument un reportage, se spécialiser sur un pays. Au contraire, faut faire de tout. En fait, il y a pas de règles. C'est vraiment un métier où de toute façon, ça viendra de vous. Enfin, c'est vraiment c'est un métier où et les seuls conseils que je peux donner qui sont pas trop cons, je pense, c'est si vous avez envie de le faire, vous le faites mais à fond. C'est-à-dire il n'y a pas de demi-mesure. Il faut le faire à fond, quitte à se planter. Et puis je crois même que voilà. le fait de se planter fait partie de l'apprentissage. Hein. De toute façon, c'est aussi. Oui. Et voilà. puis tu as parlé de curiosité, tu viens de parler de s'écouter. Je pense que ce sont des bons conseils déjà, hein, et de se donner à fond. Ça serait le troisième. C'est ça. Il faut. Après, voilà, il faut savoir un peu présenter son travail, contacter des gens du milieu, montrer son travail. Suffit pas uniquement de le faire, il faut après le vendre. Alors, voilà. Ça m'intéresse. Quand tu dis montrer son travail, c'est aussi en parler. Et là, ça rejoint ce qui peut-être pour toi est totalement naturel. Mais moi, je sais que quand j'ai débuté, c'était un truc de mettre des mots sur un reportage ou raconter ce qui s'est passé en allant au-delà de simplement ce que j'ai vécu, comprendre ce que c'est qu'un angle en journalisme. Et même si on n'est pas journaliste, parler de son travail photographique, ça peut être difficile. Oui, ça l'est. Surtout que si on est photographe, c'est bien parce que c'est dans ce domaine qu'on s'exprime le mieux et pas dans l'écriture ou dans la parole. Mais ça s'apprend. Moi, au début, j'étais à la fois timide et pas très à l'aise avec le fait de parler de mon travail. Et puis ça s'apprend. À force de le faire, on prend de la bouteille. Et puis c'est une bonne manière aussi en fait, notre métier, il est de montrer, mais montrer, ça suffit pas. Parfois, moi, je suis très frustré quand je fais des photos parce que je me rends compte que ça serait plus efficace si je faisais de la vidéo. Ça serait plus efficace si j'écrivais. Donc, en fait,
il y a plein de manières de parler de son travail. On peut aussi écrire. Ça fait partie du métier, en fait. Notre métier, c'est pas juste prendre des photos. Moi, prendre des photos, c'est 5% de mon travail. Hein. Le reste du temps, c'est chercher des sujets, envoyer des mails, appeler, faire des recherches, faire des factures. Faire des campagnes sur KissKissBankBank. Ouais, c'est ça, exactement. À lire, regarder des documentaires, discuter, aller à des conférences. Enfin, voilà, et puis passer du temps, perdre du temps, même sur le terrain. Enfin voilà, c'est beaucoup de temps d'attente, de voiture, d'avion. Enfin, donc c'est un métier qui n'est pas juste de faire des photos quand on est. Évidemment, je parle bien du métier de photoreporter, photojournaliste, c'est-à-dire apporter raconter et documenter, en fait. Voilà, apporter un témoignage. Merci beaucoup, Corentin. Merci pour ces commentaires sur ces photos, pour tous ces partages. Merci à toi. Et puis, si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo, Corentin a son livre La garde-robe, qui est actuellement, que vous pouvez commander et qui sera livré en 2024. C'est son 8e livre. Merci beaucoup, Corentin. Et à bientôt. Salut.